Et donc, la dernière présentation de la matinée par Alex Chaudrin, donc encore de la chirurgie thoracique. Pagien, je suis désolé, c'est en anglais, on ne l'a pas traduit en français, c'est moche, ça aurait dû. Patient risk factors for conversion during video-assisted thoracic surgery, the EPITOR conversion score. Rapide. Je l'ai en français aussi, mesdames et messieurs. Alors, on va clore ensemble cette matinée. Moi, je vous propose à nouveau de la voie d'abord, mais la voie d'abord de la complexité, c'est la conversion. Alors, je vais vous expliquer quel a été notre raisonnement et comment on en est venu à faire le score de conversion EPITOR. Donc, moi, je suis chef de clinique à Marseille et on a fait cette étude avec tous les centres que vous pouvez voir sur cette diapo. Alors, je passe très brièvement parce que François Montagne en a parlé. En gros, le cancer du poumon, c'est mortel. 18% des gens qui ont un cancer meurent du cancer du poumon. Ce qu'il faut faire, c'est retirer un lobe ou un segment, une entité anatomique qui contient la tumeur et faire un curage radical. Là, vous avez une trachée distale, la carène, qui est complètement pelée et une pièce qui contient la tumeur. C'est ce qu'il faut faire. Alors, historiquement, maladie agressive, donc on avait des voies d'abord qui étaient également adaptées à cette maladie agressive. Je vous montre ici la voie d'abord historique, la thoracotomie postérolatérale. Donc, on ouvre largement la cage thoracique, on sectionne les fascias, on sectionne les muscles. L'objectif étant de mettre en place un écarteur costal qui va venir écarter la cage thoracique et on va travailler avec les mains et les instruments directement dans le thorax. Cette voie d'abord, elle était encore majoritaire jusqu'il y a 5 ou 6 ans dans la prise en charge des cancers du poumon, même pour les tumeurs qui faisaient parfois moins d'1 centimètre. Depuis les années 2000, on a eu beaucoup de retard par rapport aux gens qui faisaient de la célioscopie, sont développées les voies minimalement invasives. Là, vous avez la vidéothoracoscopie. Donc, on utilise des trocars par 3, 4, 5 petites pleurotomies et on met en place à l'intérieur du thorax des instruments dédiés pour faire de la thoracoscopie. Évidemment, quand on regarde ces deux voies d'abord chirurgicales, on comprend qu'il peut y avoir un intérêt à faire moins invasif, du moment qu'on puisse garantir le même geste in fine. Fort de ce constat, les sociétés savantes, notamment la société européenne, avec ce travail collaboratif, avaient mis en évidence, pour ces voies d'abord minimalement invasives, une diminution des morbidités, une diminution de la mortalité, ce qui fait que, progressivement en France, là c'est issu des données EPITOR, sur 128 centres, il y a une augmentation de la voie d'abord par thoracoscopie. Vous voyez, c'était 40% en 2019, 2020-2021, on a passé 50%, actuellement on est à 60%. Ça veut dire que pour les tumeurs de stade précoce, actuellement il y a encore 4 patients sur 10 qui bénéficient d'une thoracotomie. La question c'est pourquoi? Parce que là on se dit, super, on fait des thoracoscopies, nos patients, ils ont des meilleurs résultats et nous, on les renvoie à la consultation, ils ont 3 petits trous, ils sont 90% survivants à 5 ans, on est satisfait. Pourquoi il y a encore de la thoracotomie? Parce qu'il y a le spectre de la conversion péropératoire. La conversion, c'est le changement de stratégie péropératoire d'une voie minimalement invasive à une voie ouverte dans l'objectif de garder la même finalité de l'intervention, le résultat oncologique et la sécurité. Il y a 2 grandes causes de conversion. La première, c'est les conversions non urgentes. C'est ce que vous avez une difficulté technique. Là, par exemple, c'est un patient qui avait des adhérences pleuropulmonaires, et ça peut également être une tumeur de grosse taille, des ganglions. C'est difficile, là, vous voyez, on n'y arrive pas. On fait une conversion qu'on peut dire planifiée. Vous avez les conversions urgentes qu'on connaît tous un peu plus en chirurgie. Là, c'est une dissection de la veine pulmonaire inférieure avec un instrument ultrasonique. Voilà, beaucoup d'adhérence dans les tissus. Et là, survient la plaie pulmonaire. Voilà. Là, c'est avec une dissection avec les 2 instruments en contact. Difficulté de dissection. Mais c'est également une voie d'abord qui a des contraintes, comme on l'a dit. Et ces contraintes peuvent être source de maladresse. Là, vous avez une mauvaise utilisation d'instruments, telle l'artère pulmonaire. Évidemment, c'est complètement dramatique. Alors, la peur d'avoir, même ça a été un certain tabou, la conversion des gens, ils avaient un frein à faire cette technique chirurgicale minimalement invasive parce qu'ils avaient peur de ces événements péropératoires. Donc, on a travaillé un peu dessus, on a regardé ce qui freinait les gens et on a fait 2 études que je vais résumer très brièvement. Premièrement, on a voulu voir si c'était grave de convertir. Parce qu'en fait, on rend pas service aux malades sans la conversion. Les gens ils se disaient, peut-être, je vais faire une intervention classique, comme ça, je ne vais pas convertir. Et le résultat, c'est que si on fait une conversion, évidemment, le résultat sera moins bon qu'en thoracoscopie standard.
Néanmoins, vous rejoignez en termes de complications, de mortalité et de morbidité, une chirurgie que vous auriez faite par voie ouverte d'emblée. Ça, c'était le premier résultat. Et le deuxième résultat qu'on a vu, donc, dans ces deux travaux qu'on a publiés dans une revue européenne, c'est qu'en fait, la survie en long cours, peu importe le groupe, elle est la même, parce que vous avez à chaque fois eu le même objectif de garantir la sécurité clinique et oncologique. Alors, on peut aller plus loin. Est-ce qu'on peut, en préopératoire, se dire, mais je risque de le convertir, qu'est-ce que je vais faire? C'est pour ça qu'avec la Société française, on a eu l'idée de chirurgie thoracique d'établir, de rechercher des facteurs pronostiques de conversion. Alors, l'objectif de cette étude, là, pour développer le score de conversion Epitor, c'était d'identifier des facteurs pronostiques de conversion, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir des difficultés qu'on va convertir, et de développer un score. C'est le flowchart de cette étude. Donc, on a fait une étude multicentrique nationale. Il y avait 128 centres qui ont inclus des malades de manière prospective dans la base Epitor, donc épidémiologie en chirurgie thoracique. Le recueil de données était rétrospectif. Sur une période de 10 ans, ça fait 210 000 malades. Donc, on a exclu les interventions qui n'étaient pas des interventions pour cancer du poumon hors résection anatomique. On a exclu les procédures par thoracotomie ou les procédures par robot. On a exclu 6 000 malades avec des données manquantes sur le même modèle que l'étude de François. Et in fine, on avait presque 8 000 malades avec une résection par thoracoscopie en intention de traiter. 7 100 une procédure totalement thoracoscopique ou VATS et 843 ont été convertis en thoracotomie, ce qui donne 10%, ce qui est à peu près les résultats qu'on retrouve dans la littérature. On a screené 35 variables préopératoires chez ces patients. C'était que des variables liées aux patients. Il n'y avait pas de variables liées aux chirurgiens ou liées au centre. On a fait une analyse par régression logistique, analyse multivariée et de collinéarité. L'objectif étant premièrement d'identifier des facteurs pronostiques de conversion. Deuxièmement, c'est servi de ces facteurs pronostiques pour développer un score sur une cohorte de 2010 à 2019 qu'on a testé secondairement sur une cohorte de 2020, toujours à partir d'Epitor, avec des méthodologies classiques, courbe ROC et tests de calibration d'Osmer-Lemshaw. Ça, c'est le premier tableau des résultats de l'étude. On a, à partir de 35 variables préopératoires, identifié 13 facteurs pronostiques. Il y en a qui sont évidents, il y en a d'autres qui le sont un peu moins. La taille sur le poids, donc l'IMC, est un facteur majeur, le tabagisme et la fonction respiratoire préopératoire. L'extension de la résection, les lobectomies étaient le risque standard. C'était plus difficile de faire une bilobectomie ou une pneumonectomie en vidéo. On avait plus de conversion. En revanche, on avait moins de conversion dans les segmentectomies. Enfin, des variables liées aux patients, l'artériopathie, l'arythmie cardiaque, la prise d'antiagrégants, l'antécédent de traumatisme thoracique ou de chirurgie du thorax, l'insuffisance rénale chronique, la toxicomanie, le diabète et la suspicion d'atteinte ganglionnaire métastatique en préopératoire de stade CN. À partir de ces 13 variables et de leur ordre ratio, on a pu déterminer un coefficient. Donc, chaque variable avait son coefficient. On s'est servi de ces coefficients pour développer le score. Je vous remets un peu l'algorithme de la création de notre score. Donc, on est parti de notre cohorte 2010-2019. On a identifié 13 facteurs pronostiques. On a réalisé, avec l'appui d'un statisticien, ce score qui comprend une variable négative, une pondération de l'indice de masse corporelle et du VMS, et la somme des coefficients des facteurs de risque s'ils étaient présents. Grâce à cette équation, on peut stratifier les patients en 3 niveaux de risque: faible, moins de 8%, risque intermédiaire 8 à 12 et risque élevé, plus de 12% de risque de conversion. L'air sous la courbe était à 0,62, donc ce qui est juste acceptable. On l'a validé sur notre cohorte de validation, donc c'était les patients de 2020. On a à nouveau une aire sur la courbe de 0,64 et on a une bonne calibration avec le TER d'Esmer-Lemshaw. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y avait 3% de conversion de moins sur la cohorte 2020, vraisemblablement lié à l'effet learning curve. Donc ces résultats, on les a présentés au Congrès européen cet été, on l'a publié dans la suite de nos travaux précédents. Et on a pu l'implémenter sur le site de la Société française de chirurgie thoracique. Là, n'importe quel praticien peut entrer même à l'étranger, le score est également présent en anglais, les variables de son patient, il met son indice de masse corporelle, son VMS, s'il présente des complications, enfin des comorbidités, et vous pouvez calculer le niveau de risque. C'est également implémenté directement dans la base de données Epitor, ça se calcule tout seul.
En synthèse, on a trouvé 13 facteurs pronostiques basés uniquement sur le patient. C'est en accord avec quasiment toutes les données de la littérature, sauf 2 facteurs qu'on n'a pas retrouvés. Premièrement, la taille tumorale. Voilà, dans la cohorte française, ça n'avait pas d'impact. Et enfin, la chimiothérapie néoadjuvante n'était pas retrouvée comme facteur pronostic défavorable dans notre étude. Néanmoins, il y avait peu de patients qui avaient de la chimiothérapie néoadjuvante. L'utilisation en pratique de ce score, elle est double. Premièrement, il y a une utilisation clinique et c'est pour ça qu'il avait été développé. C'est pour évaluer en amont d'une chirurgie le risque de conversion pour un patient donné. Là, on voit le patient en consultation. Avant, on avait une impression globale sur le patient qu'on voyait en face de nous et le scanner. Là, c'est plus simple. On peut stratifier le risque et on peut adapter ce qu'on va faire. On peut adapter son parcours de soins. On peut adapter l'information qu'on va lui donner et l'anesthésiste peut adapter sa stratégie en termes de réserve de cuve globulaire ou d'analgésie leucorégionale surtout. Enfin, c'est également un outil épidémiologique. Avant, on comparait les cohortes chirurgicales avec juste le taux de conversion en disant « moi, j'ai converti 2% des patients, moi, j'en ai converti 15%. » Mais si l'expert qui opère 100% de ses cas en vidéo en convertit 10%, il opère quand même plus de gens en chirurgie minimum invasive que la personne qui va faire 3 malades simplex avec 0% de conversion. On pense que c'est un outil qui sera mieux pour comparer les cohortes, au même titre que le thoracoscore ou l'euroscore sont utilisés. En point fort sur cette étude, c'est une base de données prospective nationale qui est bien rodée, bien décrite. C'est la plus grande cohorte sur ce sujet à ce jour au niveau mondial. Et on a pu quand même évaluer 35 variables préopératoires, ce qui est beaucoup. La méthodologie est assez robuste parce qu'on a fait une régression logistique, on a utilisé une cohorte de développement et une cohorte de validation. Néanmoins, il y a quand même des limites. C'est une étude rétrospective. On n'a pas pu, de ce fait, interpréter s'il y avait un impact des courbes d'apprentissage dans la stratégie de vidéothoracoscopie. Également, en fonction du centre où travaillent les opérateurs, il y a forcément des vidéothoracoscopies différentes. Et donc, en fait, il y a des façons d'opérer et des techniques chirurgicales qui sont différentes. Ça, on n'a pas d'infos. Il manque certaines variables dans la base de données Epitor. Il en manque 3 principales comparativement à ce qu'on peut retrouver dans d'autres articles de la littérature. Premièrement, les adhérences, mais il n'y a pas d'examen dédié pour repérer les adhérences en préopératoire. Ce n'est pas fait en routine dans l'activité chirurgicale thoracique en France. Deuxièmement, les calcifications ganglionnaires. Nous, on ne les note pas en préopératoire. Ce n'est pas très fréquent dans nos cohortes. C'est plus lié aux séquelles de tuberculose dans les régions endémiques. Enfin, celui qui est vraiment important, c'est la localisation tumorale. C'est plus difficile d'opérer des tumeurs centrales que des tumeurs périphériques. Ça, ce n'est pas dans Epitor et c'est connu de la littérature. Enfin, et c'était volontaire et ça a été critiqué, on n'a pas pris en compte l'expérience du chirurgien ou l'expérience des centres académiques versus non académiques dans le type de conversion. Il y avait des différences, on les a étudiées. Néanmoins, ce n'est pas un score qui est basé sur le patient. Donc nous, on a souhaité vraiment se centrer sur les variables du patient. Et c'est pareil, on n'a pas fait le distinguo junior-senior en se disant que voilà, si un junior est en difficulté sur un patient en thoracoscopie, il devrait appeler son chirurgien senior. Donc pour conclure, on a identifié 13 facteurs pronostiques qui ont permis de développer un score pronostic qu'on peut utiliser pour adapter la stratégie chirurgicale et anesthésique. Les perspectives, c'était d'adapter ce score à la chirurgie robotique également, vu que ça a le vent en poupe. Alors, je peux déjà vous donner 2 informations. Premièrement, c'est qu'on a testé sur une cohorte de 330 malades opérés en robot à Marseille si le score était applicable. Il est applicable, l'air sous la courbe est à 0,67. Cependant, le test de calibration n'est pas très bien. Donc, ça a l'air sensible, mais effectivement, on ne l'a pas designé pour le robot. On n'a pas l'impression que ce soit les mêmes difficultés au robot qu'en thoracoscopie. Et deuxièmement, là, j'ai appris hier que la Société française avait donné son accord pour qu'on extrait les données de 300 000 patients pour faire la même étude en chirurgie robotique. Donc, je voudrais remercier là, les gens qui ont aidé dans ce travail, notamment le docteur Georges qui est présent depuis le début, là, avec lequel on a travaillé sur la conversion. On s'est arraché les cheveux au tout début. Et puis, tous ceux qui ont colligé les données dans Epitor. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce travail qui complète un peu le précédent. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi, Alors, je vais vous demander justement comment faire émerger l'expertise du chirurgien, peut-être en faisant une étude multicentrique sur les scores élevés de risque de conversion,
voir comment, avec la performance éventuelle du chirurgien, permet d'affronter des risques élevés D'accord. et de diminuer le taux de conversion, même si on est dans les cas les plus défavorables. D'accord. Donc, du coup, votre question, elle repose sur le niveau d'expertise de l'opérateur. Exactement. Voilà, dans ces cas difficiles. Ou d'entraînement. Ouais. Mais c'est tout à fait l'intérêt de la pertinence de ce type de score. Nous, on a un stade de chirurgie minimum invasive. Donc, on calcule le score pour chaque patient. Quand on voit que le score est élevé, on se dit, alors, là, on va sûrement mettre un senior sur le coup, 2 seniors. Voilà. On va faire une reconstruction vasculaire. Voilà, on va adapter la stratégie. Effectivement, je vous rejoins à 100%. Merci. Autre question? J'ai une question. Est-ce que tu as une corrélation entre tes différents niveaux de score, là, faible, intermédiaire et élevé, et tes risques péropératoires et post-opératoires? Et est-ce que tes taux de complications sont graduellement élevés en fonction que ton score est élevé? Alors oui, mais en fait, c'est pas par le score en lui-même, c'est parce que le score est construit à partir des comorbidités. Donc, plus le score est élevé, plus les patients sont comorbides, donc plus les patients ont des complications, effectivement. Alors, l'étude n'avait pas été designée pour ça, parce qu'on avait extrait vraiment, on n'a pas fait j'ai pas les chiffres de mortalité. On n'a pas décidé, on les a pas étudiés. Mais effectivement, les malades sont tous plus graves. En pratique, vous faites rentrer maintenant le score dans votre planning opératoire. Ouais. C'est-à-dire quand c'est supérieur à 12, vous faites une thoracotomie. Alors, on ne change pas la voie d'abord. Ouais. On reste full minimalement invasif. Dans notre centre, on a 90% de thoracoscopie pour les stades 1. Donc, à part cas extrêmement particulier de reprise, on fait tout en thoracoscopie. En revanche, quand c'est élevé, on se dit, bon, ben, peut-être qu'on va lui mettre une péridurale, peut-être qu'on ne va pas mettre le malade en 4e position à 17 heures, peut-être qu'on va mettre d'emblée sur le coup un expert en thoracoscopie. Enfin, c'est organisationnel en amont. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, écoutez, alors merci beaucoup. C'était une très jolie matinée. Tous, c'est très bien. Je crois que alors cet après-midi, et ça continue, il y aura à 14 heures une conférence de Jean-Baptiste Masson. Il vient de me confirmer qu'il arriverait un petit peu avant. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a la remise des prix à la fin, à 17h30, si je me souviens bien, avec quelques gouttes de champagne. Oui, Lucien confirme. Et donc, on vous attend tous pour la remise des prix, que vous l'ayez ou pas, vous serez là pour applaudir ceux qui l'auront eu.